Bonjour et bienvenue au Forum Radio J. Donc vous êtes l'invité Sarah El Haïry. Bonjour. Bonjour. Après un an de coronavirus, les jeunes se vivent comme la génération sacrifiée de la crise, de cette crise sanitaire. Alors quelle réponse du gouvernement à cette forme d'usure, voire de colère d'une partie au moins de la jeunesse? Comment accompagner les jeunes vers la vie active? Faut-il mettre en place une allocation jeunesse comme l'a suggéré ce matin François Hollande sur Radio J? Et puis comment faire vivre le débat politique et la démocratie à 15 mois de la présidentielle? La réforme de la proportionnelle voulue par le MoDem et défendue par François Bayrou est-elle vraiment essentielle d'ici à 2022? Mais pour commencer, Salah El Haïry, l'actualité. Est-ce juste de penser que la crise sanitaire, l'actualité depuis un an, que la crise sanitaire bouleverse tout? Monsieur Aziza, ça va faire 11 mois. 11 mois qu'on vit une crise sanitaire qui nous pousse à répondre à l'urgence. À l'urgence, à la conséquence de cette crise sanitaire. On a tous intégré, vous savez, ces gestes barrières. Maintenant, vous avez des petits de 3 ans qui toussent dans leur coude de manière naturelle. Et quand vous ne le faites pas, c'est les enfants de 3-4 ans qui vous le disent. Et c'était assez poignant. Et donc, ça bouleverse tout? Ça bouscule notre quotidien, bien sûr. Ça bouleverse, mais notre responsabilité aujourd'hui de gouvernants, c'est de conjuguer les réalités, d'apporter des réponses à tous les besoins de notre pays. C'est évidemment répondre aux conséquences de la crise sanitaire, parce que ça bouscule, parce que ça bouleverse, et en même temps, continuer les transformations dont notre pays a besoin pour qu'il soit fort au moment de la sortie de la crise. Et est-ce que vous diriez qu'au bout d'un an, 11 mois de crise sanitaire, le pays est à bout? Après 11 mois, non, le pays n'est pas à bout, le pays est résilient, on s'adapte, on apporte des réponses au fur et à mesure, parce que cette crise, elle dure, parce que les conséquences de cette crise changent. Monsieur Aziza, je pense que vous comme moi, mais comme toutes les personnes qui nous écoutent, n'ont pas vécu le premier confinement, celui de mars, avec la même énergie que les couvre-feux que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a intégré ces gestes barrières, parce que maintenant il y a du télétravail, parce que maintenant nos enfants à l'école portent pour certains des masques, parce que tout ça, ça rentre dans notre quotidien. Et en même temps, il y a des précarités qui s'accentuent, alors il faut apporter des réponses complémentaires, parce qu'il faut aujourd'hui porter cet espoir énorme du vaccin, parce que c'est lui qui va nous permettre de sortir de cette crise, donc toute cette organisation, toute cette énergie. Mais c'est la conjugaison de tous les besoins qui est nécessaire. Et c'est toujours dur d'avoir 20 ans en 2021, après 11 mois de coronavirus, comme l'a dit il y a quelque temps Emmanuel Macron. C'est dur d'avoir 20 ans? C'est pas simple. C'est pas simple, mais vous savez, avoir 20 ans quand vous travaillez, quand vous êtes jeune actif, quand vous avez 20 ans et que vous êtes étudiant à l'université, quand vous avez 20 ans et que vous êtes étudiant en alternance, quand vous avez 20 ans et que vous êtes à la recherche d'un travail, ou quand vous avez 20 ans et que vous n'avez pas de famille, vous ne vivez pas cette crise de la même manière. Alors justement, François Hollande a proposé, c'était ce matin sur Radio J, une allocation jeunesse de 500 € par mois à tous ceux qui sont, aux jeunes, qui sont dans la possibilité de travailler, qui suivent des études ou qui se trouvent en formation. C'est une bonne idée ou pas? Monsieur Aziza, je venais de vous présenter en à peine quelques instants plusieurs profils de jeunes, plusieurs situations. Eh bien, chacune d'entre elles ne vit pas cette crise de la même manière. Il y en a qui ont besoin de retrouver du travail. Et donc, du coup, on fait quoi? On soutient le recrutement des plus jeunes avec, entre autres, le versement de 4 000 € pour chaque recrutement de moins de 26 ans. L'alternance, on a battu un record cette année, avec plus de presque 500 000 contrats d'alternance qui ont été signés. C'est comment tu accompagnes ceux qui n'ont plus rien, ceux qui ont besoin d'une aide financière et en même temps d'un accompagnement. C'est par exemple la garantie jeune. Bien, est-ce qu'il faut rajouter ces 500 € par mois? Mais quand en fait le président Hollande dit qu'il faut 500 €, moi je ne crois pas que la seule réponse financière est suffisante. Répondre à la précarité, oui, bien sûr, parce que quand il y a une crise comme celle que nous vivons, alors les inégalités, elles s'accroissent. Parce que vous ne vivez pas de la même manière s'il y a des parents pour vous aider ou s'il n'y en a pas. Vous ne vivez pas de la même manière si vous n'avez plus rien, parce que cette crise, elle a bousculé votre job, elle a bousculé votre manière d'étudier, ou si vous avez encore votre job parce que le gouvernement a soutenu les entreprises avec un chômage partiel. Et pour répondre au président Hollande, il y a une chose, monsieur Aziza, c'est qu'en fait, il l'a créé. Ça s'appelle la garantie jeune. Mais en plus, c'est un des meilleurs points de son bilan. C'est dire qu'il l'a peut-être oublié. Donc vous dites qu'il fait de la pub pour quelque chose qui existe déjà? Il l'a créé, en fait. Ouais. Je ne sais pas si il l'a oublié ou pas, mais c'est un point de bilan positif de monsieur Hollande, la garantie jeune, sur laquelle nous travaillons. Pourquoi? C'est quoi la garantie jeune? Pour que les auditeurs sachent. C'est de 16 à 25 ans, 497 € qui est versé à tous ceux qui en ont besoin, mais qui est renforcé par un accompagnement au sein de l'émission locale.
Pourquoi ? Parce que les jeunes, quand ils sont dans cette galère à ce point-là, ils ont besoin d'une aide au logement, ils ont besoin d'une aide pour passer le permis. Et simplement répondre par une allocation, eh ben, c'est pas être à la hauteur de notre jeunesse. Nos jeunes, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'accompagnement. Ils les ont ou pas? Il faut répondre. Et ils ont les Aziza, aides suffisantes? elles sont multiples, elles sont différentes en fonction de la situation. Je vais donner un exemple, parce que je pense qu'il faut être assez clair. Quand on est boursier, premier confinement, le gouvernement a versé 200 € supplémentaires pour accompagner. Quand on était sous la responsabilité de ses parents, pareil, le gouvernement il a versé 150, 200, jusqu'à 450 € aux familles qui ont encore leurs enfants sous leur toit, parce que c'est eux qui les portaient. Quand on n'était pas boursier et qu'on avait l'APL, pareil, le gouvernement l'a versé. Mais cette précarité, là, je parle juste de la partie logement, elle ne s'est pas arrêtée là. Pour répondre à la précarité que notre jeunesse vit, que les étudiants en particulier vivent aujourd'hui, il y a aussi la réponse première. C'est quoi ? C'est l'ouverture, par exemple, des restaurants universitaires et les repas à 1 €, 2 fois par jour. C'est la volonté du président de la République lui-même. Concrètement, pourquoi on a fait ça ? Parce que, vous savez, il y a des étudiants, monsieur Aziza, avant leurs parents, ils les aidaient. Sauf que, avec le chômage partiel, avec la crise qui dure, eh bien, pour certains, ils ont fini leur livret A. Et est-ce que vous diriez, Alors nous, on répond avec d'abord des aides très concrètes. Est-ce que vous diriez, l'État fait quelque chose, le gouvernement fait quelque chose, les parents aussi devraient faire quelque chose de complémentaire pour leurs enfants, dans la mesure du possible? Aujourd'hui, on accompagne toutes les jeunesses. Et effectivement, on aide les parents quand ils ont la charge de leurs enfants. C'est ce qu'on a fait au premier confinement, deuxième confinement, avec le renforcement des allocations familiales, avec l'aide exceptionnelle quand tu touches le RSA, par exemple, ou les différentes allocations sociales. Moi, ce que je crois, c'est que à cette précarité qui s'est accentuée par cette crise et qui, effectivement, percute notre jeunesse dans sa diversité, et en particulier, j'ai envie de dire, une partie de nos étudiants, il faut répondre avec une vraie honnêteté et pas dire juste je verse une allocation, ça va suffire, parce que c'est pas vrai. Parce que les conséquences de cette crise, monsieur Aziza, elles sont psychologiques et on le sait. Et pour répondre à la psychologie, il faut des médecins, il faut des psychologues. C'est pour ça qu'on a fait le chèque psy, par exemple, ou le recrutement dans les pôles santé des universités. Mais il n'y a pas que la question psychologique. Il y a la question économique. Là, c'est ce que je vous ai dit, avec la garantie jeune, avec les bourses qui ont été augmentées, avec la prime exceptionnelle. C'est aussi l'accès au restaurant universitaire, 2 fois par jour, à 1 €, à tous les étudiants, pas que les boursiers. Ça, il y a encore beaucoup de jeunes qui ne le savent pas. Vraiment tous les étudiants. C'est l'élargissement des horaires. Et au-delà de tout ça, il y a une chose. Et là, je le dis vraiment parce que je suis sûre qu'il y a des étudiants qui nous écoutent aujourd'hui. Si ils sont en galère, il faut qu'ils puissent pousser la porte des Crous. Parce qu'il y a un fonds d'urgence qui leur permet de toucher 500 € d'aide, quelle que soit leur situation, la situation de leur famille, qu'ils soient vous dites, ils le font pas assez ? Aujourd'hui, malheureusement, ils ne savent pas tout. Donc vous leur dites ? Mais bien sûr, pousser la porte des Crous, pousser la porte des missions locales, parce que on peut multiplier les réponses. Et il faut les multiplier parce que les situations, elles sont différentes. Mais pour être à la hauteur du moment, il faut qu'on le dise tous. Et alors, qu'on les accompagne. qu'est-ce que vous répondez à cette jeunesse qui se vit comme la génération sacrifiée de la crise ? Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez ? Est-ce que c'est justifié ou pas ? Moi, vous savez, ce mot, il me bouscule. Parce que quand on est sacrifié, ça veut dire qu'on n'a plus de vie, ça veut dire qu'on est mort. Et ça, c'est quelque chose qui me bouscule. Par contre, est-ce que être étudiant aujourd'hui, c'est dur ? Bien sûr, monsieur Aziza. Quand vous avez passé votre bac quasiment en contrôle continu, que vous arrivez à la fac, que vous n'avez pas de copains, parce que vous faites 9 heures de cours par semaine, par jour, derrière un ordinateur, bien sûr que vous êtes fatigué, que vous en avez marre, et que c'est pas ce que vous avez imaginé. Vous partez pas à Barcelone, vous partez pas à Berlin, vous faites pas les tonus, vous n'avez pas de nouveaux amis, vous arrivez dans une ville où vous restez dans un appartement de 12 mètres carrés. Tout ça, c'est la réalité de nos étudiants. Et oui, ils sont fatigués, lassés de ces 11 mois, comme beaucoup de Français. Mais à eux, il y a des réponses qui sont diverses. Moi, je dis, par exemple, aux entreprises, soyez à la hauteur. Continuez à porter ces stages dont ils ont besoin, parce que ça va permettre de lever une anxiété. Parce que beaucoup, vous savez, moi, 3 jours par semaine, je suis sur le terrain. Et depuis juillet, je discute avec des étudiants tous les jours. Je les vois, je me déplace. Et des étudiants de plein d'endroits différents. Ils me disent quoi ? Ils me disent, j'en ai marre d'être tout seul. À ça, on répond par comment on réouvre, par exemple, les restaurants universitaires pour qu'ils puissent manger ensemble et recréer du lien. On répond par comment on adapte le service civique. Vous savez, c'est cet outil qui permet à un jeune, entre 16 pareil, et 25 ans ou 30 ans en situation de handicap, de vivre une super aventure. Une aventure dans une asso, dans une collectivité, où tu te sens utile. Parce que ces jeunes, ils me disent, mais c'est quoi le sens de ma vie ?
C'est quoi, ça veut dire quoi avoir 20 ans aujourd'hui? Ça veut dire que mes 20 ans sont foutus. Et ceux qui sont encore moteurs, ceux qui ont de l'énergie, c'est qu'ils ont trouvé du sens dans l'engagement, dans l'utilité à l'autre. Et c'est ce qu'il y avait eu en mars. Vous savez, en mars, quand on applaudissait nos infirmiers, nos soignants, on applaudissait nos jeunes qui allaient voir nos grands-parents pour leur apporter à manger. Eh bien, c'est cette énergie-là qu'il faut accompagner. Mais ça ne fonctionne que si on répond à la précarité, qu'elle soit économique ou sociale. Alors, il y a un autre débat, Sarah El Haïry, c'est un débat qui monte dans le pays d'ailleurs, du fait que l'on sacrifierait toute une jeunesse pour sauver les anciens. Est-ce que c'est un débat qui est opportun et comment vous vous situez à l'intérieur de ce débat? Moi, je ne crois pas que notre pays il oppose les générations. On parle de mars. En mars, moi, ce que j'ai vu, c'est des jeunes qui vont aider les plus anciens. Ce que j'ai vu quand j'étais à Guéret ou même à Aurillac, c'est des jeunes qui, vous imaginez, ils s'engageaient, eux, dans des EHPAD pour aller apporter des tablettes, expliquer à nos plus Donc, c'est anciens. la solidarité intergénérationnelle. Elle existe, monsieur Aziza, cette solidarité, elle fait l'honneur Non, de mais notre sur le pays. débat, justement, c'est quelque chose d'opportun ou c'est un faux débat? Non, ce débat, pour moi, je le vois pas sur le terrain, dans la vraie vie des gens. Quand les jeunes me disent ils ont peur pour leurs grands-parents parce qu'ils les aiment, ils ont peur pour leurs parents parce qu'ils les aiment. Et d'ailleurs, pour être extrêmement factuel, souvenez-vous les vacances de Noël. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un pic dans les tests. Pourquoi? Parce que les jeunes, en fait, ils avaient peur. Et du coup, ils étaient un peu anxieux et donc ils se sont tous testés. Ils avaient peur pour de contaminer protéger, leurs grands-parents, bien sûr. notamment. Et donc, ils voulaient protéger ceux qu'ils aimaient. Et bien, c'est pareil au niveau du pays. Alors, pareil au niveau du pays, sur l'actualité. Donc, il n'y a pas eu de confinement il y a 8 jours. Est-ce qu'un reconfinement est inévitable, Sarah El Haïry? Vous savez, cette crise sanitaire, ce qu'elle nous apprend, c'est qu'il faut être dans un pilotage jour par jour, apporter des réponses aux conséquences jour par jour. C'est pour ça que les réponses, qu'elles soient sanitaires, économiques ou sociales, pour les jeunes ou les moins jeunes, on les a adaptées. Ce qu'on a fait en mars, c'est pas ce qu'on a fait en novembre, c'est pas ce qu'on a fait en février. L'adaptation, elle est nécessaire. Maintenant, est-ce qu'on peut l'éviter? Moi, j'ai la conviction que voilà, c'est une mobilisation collective, on en a tous envie. On a tous envie de retrouver notre vie Non, mais d'avant. on peut l'éviter ou c'est tout à fait évitable ou c'est inévitable, ce confinement? Moi, je ne vais pas jouer sur la sémantique, monsieur Aziza. Moi, ce que je sais, c'est que toutes les semaines et tous les jours, on regarde les chiffres et on regarde la contamination et la place du variant et la situation dans les hôpitaux et la pression. Et on essaye de répondre à ce besoin de notre jeunesse de retrouver les bancs de l'université et à ceux qui télétravaillent de trouver l'énergie pour continuer et y répondre. Moi, ce que je sais, monsieur Aziza, c'est que les décisions que nous prenons, elles sont jamais prises à la légère. Et que c'est jamais facile quand tu dis « je ferme » ou « je décide de réduire ». Pourquoi? Parce qu'on a conscience que ça fait 11 mois maintenant. Et que l'espoir, il est là. Et je crois que le plus dur, on l'a fait collectivement, on l'a passé. L'espoir, c'est quoi? C'est le vaccin. C'est le retour à la normale. Et le président de la République l'a dit lui-même la semaine dernière. D'ici l'été, tous les Français majeurs, adultes, pourront se faire vacciner. Alors justement, les vaccins, puisque vous parlez des vaccins, c'est quand même un échec pour les laboratoires français, pour Sanofi, pour Pasteur éventuellement. Sanofi qui, après avoir annoncé en plus un plan de licenciement de 1700 emplois en Europe, dont 1000 en France, va verser 4 milliards d'euros à ses actionnaires. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'on peut échouer sur les vaccins, licencier des salariés et se verser 4 milliards d'euros? Monsieur Aziza, là, vous posez deux questions dans la même. On va les prendre l'une après l'autre pour vraiment D'abord, l'état de la recherche. Voilà, pour répondre à toutes vos questions. Tous ceux qui ont trouvé des vaccins sont en grande majorité dirigés par des Français. Et ben, ça, c'est une fierté. La recherche, c'est une priorité de notre gouvernement. Frédérique Vidal, avec évidemment Premier ministre et la volonté du président de la République, a vu le budget de la recherche depuis 2017 augmenter de 8% chaque année. C'est dire à quel point c'est une priorité. On n'a pas trouvé de vaccin. C'est une priorité. Aujourd'hui, tous ceux qui ont trouvé des vaccins, c'est des dirigeants français. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus important? Vous pensez à qui, par exemple? Maintenant, donc c'est Moderna, c'est des dirigeants qui sont français. Maintenant, c'est ils sont partis à l'étranger pour réaliser leur pour produire leur vaccin. Peu importe la paternité. Moi, ce que je vois, c'est que sur 25% des vaccins qui sont aujourd'hui produits, 25% sont pour le continent européen et pour l'Europe. Alors que on est 4% de la population mondiale. La priorité, c'est pas qui fait quoi, c'est comment on protège les Français et comment on protège les Européens. C'était Sanofi. Pour Sanofi, ma collègue Olivia Grégoire, avec qui je travaille, et je travaillais à l'Assemblée quand on siégeait toutes les deux à la Commission des Finances, à l'Assemblée nationale, porte cette question d'une économie plus responsable, d'une économie qui regarde l'humain, qui s'adapte à la réalité de son
de son pays, de la situation de son pays. Et donc, le capitalisme humain, le capitalisme responsable, c'est le débat de notre temps. Et je crois que c'est un débat que Sanofi aura ou devra avoir dans le temps à venir. Mais il est porté par ma collègue. Il est porté par votre collègue, mais vous avez été députée, vous êtes une citoyenne. Quand vous voyez, quand vous constatez ça concernant Sanofi, qu'est-ce que vous dites? Concrètement, ce que je me dis, c'est... On a eu un grand débat à l'Assemblée, parce que vous parlez de mon mandat de député. C'était sur la loi Pacte. Vous savez, c'est cette loi qui permettait de remettre au cœur de l'entreprise la raison d'être, la responsabilité, le partage de la valeur. Moi, je viens d'un monde où, d'une SCOP, d'une coopérative, on partageait la richesse à part égale, la richesse créée. Mais c'est pas le cas chez Sanofi. Bien sûr que non. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas impossible. Ça veut dire que c'est quelle énergie tu veux mettre dans ton entreprise, quelle est la place des salariés dans l'entreprise, comment tu t'adaptes. Maintenant, c'est un cas et un débat pour eux. Je crois qu'il serait utile de répondre aux attentes de notre temps. Et vous savez, juste pour répondre quand même jusqu'au bout à votre question, aujourd'hui, nos jeunes, quand je leur parle et quand je leur dis alors dans quelle entreprise tu veux travailler, ils répondent deux choses. Des entreprises qui sont responsables par rapport à l'impact sur la planète, responsables dans la manière dont ils accompagnent et managent les salariés, responsables dans le traitement de l'égalité entre les hommes et les femmes dans leur entreprise. Ils veulent des entreprises qui sont responsables, des entreprises qui regardent l'humain et les conséquences de leurs actions. Et donc, des comportements comme ce qu'on vient d'évoquer ont des conséquences sur l'attractivité des entreprises. Et donc, il est temps aujourd'hui d'être à la hauteur du moment. Alors, l'actualité, c'est aussi l'actualité politique. Il y a ce retour du débat autour de la proportionnelle, un débat initié par le MoDem, dont vous êtes membre, et par François Bayrou, qui en a fait son nouveau cheval de bataille. Demandez-vous, comme lui, vous êtes secrétaire d'État auprès de Jean-Michel Blanquer, donc demandez-vous, comme François Bayrou, à Emmanuel Macron, qu'il instaure la proportionnelle pour les législatives de 2022. Monsieur Aziza, je pense que vous êtes un observateur très fin et de la vie politique, et je suis sûre que vous vous souvenez de cette conférence de presse 2017, quand François Bayrou, alors président du mouvement démocrate, rejoint le président de la République actuellement, qui était candidat à l'époque. Donc c'était, on est d'accord, avant l'élection d'Emmanuel Macron. Exactement, on parle de 2017, et pendant cette conférence de presse où on voit cette alliance se créer, se nouer, il est question de 5 points. Un de ces 5 points, c'est la question de la proportionnelle. Et pourquoi? Pourquoi la proportionnelle? Ça n'étonne personne, parce que François Bayrou est un grand défenseur de la proportionnelle. Et depuis 2017, depuis la première fois qu'il en a parlé, qu'il l'a porté dans le débat public, c'est en 2007. C'est dire que c'est ancien. Pourquoi? Parce qu'on est dans une période où la confiance dans le monde politique, la confiance dans nos institutions, elle est fragile. On parle de confiance ébranlée, de confiance fracturée, mais plus que ça. Et alors, aujourd'hui, on arrive même à la défiance. Ça c'est le constat. Ça, c'est le constat que vous faites. Ça veut dire que vous souhaitez que la proportionnelle soit mise en place avant 2022. C'est un des combats de ma famille politique. Moi, quand j'ai rejoint le MoDem, j'ai également adhéré, porté et fait mien les combats de notre famille. Mais au-delà de ça, c'est un engagement et le projet de notre majorité présidentielle. On l'a porté avec le président de la République. Moi, je ne doute pas une seconde. Vraiment, j'ai la conviction que la proportionnelle, c'est une réponse qui va renforcer notre cohésion, qui va renforcer et protéger encore plus fortement notre démocratie qui est attaquée. Mais surtout, le sujet aujourd'hui, c'est que comment on la met en œuvre pour répondre aux enjeux de notre temps. Quand vous prenez le cas, par exemple, de cette violence qui peut monter dans notre pays. Parce que certains de nos concitoyens... Et vous faites remonter cette violence aux Gilets jaunes? Mais pas que, mais évidemment, ça en fait partie. Quand on a l'impression que le vote compte pas, parce que quand vous faites un certain nombre de voix, 40% par exemple, au moment des élections présidentielles, et vous n'avez même pas de groupe à l'Assemblée nationale, je parle évidemment de l'extrême droite, que je combats, dont je combats les idées. Mais résultat des courses, il se passe quoi? Les débats se font sur les plateaux de télé et sur les plateaux de radio. Parce qu'il n'y a pas cette représentativité, cette représentation à l'intérieur des institutions. Et alors, donc, vous faites un certain nombre de constats. Je crois que ces constats sont nécessaires. La question, est-ce que la proportionnelle doit être mise en œuvre, mise en place avant 2022? Est-ce que les électeurs français doivent, selon vous, voter
pour l'eurodéputé avec un mode d'élection proportionnel. La proportionnelle renforcera évidemment la vie démocratique de notre pays. Et moi, je crois fortement, parce que c'est le projet du président de la République, c'est le projet que nous avons porté en 2017 avec toute notre majorité, donc La République En Marche et le MoDem, trouvera son chemin et fera son chemin. J'en ai la conviction, Non, mais monsieur Aziza. et vous en avez la conviction, ça sera mis en œuvre ou pas? Vous savez, moi, je n'ai Et pas vous le entendu... demandez à Emmanuel Macron ou pas? Moi, je n'ai pas entendu le président de la République s'exprimer sur le sujet, au-delà du fait que c'est dans notre projet de majorité. Maintenant, moi, je sais que aujourd'hui, mes collègues à l'Assemblée nationale y travaillent également. Le premier d'entre eux, c'est évidemment le président du groupe MoDem à l'Assemblée, Patrick Mignola, avec l'ensemble de ma famille politique. Mais elle dépasse largement les bords d'une famille politique. Parce que qu'est-ce qui se joue aujourd'hui? C'est comment on renforce l'unité dans notre pays, comment on renforce l'unité dans nos institutions. Comment vous dites à quelqu'un qui se déplace au moment de l'élection présidentielle, qui va voter, que derrière, après, il n'a plus cette représentation pour porter sa voix dans nos institutions? Comment vous dites aux gens que le débat, il n'est pas dans la rue ou sur les plateaux de télé, mais à l'Assemblée nationale? Eh bien, moi, je leur dis, nous portons dans le projet du président de la République et dans cette majorité, la proportionnelle comme une des réponses permettant de renforcer la démocratie, dans une période où elle est bousculée, ou voire elle est attaquée. Et vous croyez que François Bayrou va réussir à convaincre le président ou pas? Monsieur Ou est-ce Aziza, que vous pensez qu'il est déjà convaincu, Emmanuel Macron? Monsieur Aziza, François Bayrou porte la proportionnelle depuis déjà très très longtemps. Aujourd'hui, il la remet au cœur du débat public. D'ailleurs, il a un certain nombre d'expressions depuis quelques jours, et puis plus particulièrement aujourd'hui sur la proportionnelle, parce qu'elle est nécessaire, parce que François Bayrou est de ces hommes d'État qui portent avec conviction les besoins nécessaires pour notre pays. Et le président de la République a fait sienne cette proposition dès 2017. Maintenant, la question, c'est juste la mise en œuvre et comment on l'accompagne et on l'amène. Mais la proportionnelle est une réponse nécessaire. Ça, c'est une réalité. Et je suis sûre qu'elle réunira un certain nombre, évidemment, d'élus pour qu'elle voie le jour. Alors, autre sujet d'actualité, c'est la loi séparatisme. Vous en attendez quoi? Il faut en attendre quoi? Une loi, enfin, le projet de loi précisément, c'est le projet de loi confortant les valeurs républicaines. Le projet de loi qui conforte les valeurs de la République, il vient renforcer notre vivre ensemble. Dans une période où, franchement, notre pays, il est fracturé, il est divisé. Mais il vient aussi lutter contre ceux qui nous attaquent, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur. Et il vient rendre concret le discours du président de la République aux Mureaux, le fameux discours des Mureaux. Il apporte quoi? Il apporte de nouveaux outils, très concrètement. C'est un projet qui protège les élus, qui protège les associations, qui protège notre vivre ensemble, qui permet que plus 1 euro d'argent public aille financer les ennemis de la République, qui permet de lutter, oui, contre l'islamisme radical qu'il faut nommer, qui permet de se donner plus de force encore pour combattre ceux qui, aujourd'hui, essayent de nous mettre à genoux, monsieur Aziza, qui essayent de nous opposer et qui essayent de mettre la division en utilisant plein d'outils, que ce soit l'aide aux devoirs, le sport, que ce soit Internet. On sait aujourd'hui à quel point... Donc vous parlez de la haine sur les réseaux sociaux. Bien sûr, la haine sur les réseaux sociaux. On a passé des étapes, on a passé des caps. Monsieur Aziza, regardez le sang qui a coulé dans notre pays depuis combien de temps à cause de l'islamisme radical. Souvenez-vous. Moi je pense évidemment aux victimes de Mohamed Merah. Je pense évidemment aux victimes de l'hypercacher. Je pense à ces policiers à qui on a mis le feu dans leur voiture. Je pense au père Hamel qui a été tué dans son église. Mais je pense aussi évidemment à Samuel Paty qui a été décapité dans la rue. Alors justement, Samuel Paty, eh bien, il faut lutter. Et donc il y a Charlie Hebdo, il y a le Bataclan, il y a Nice, il y a tout un tas d'attentats depuis des années et des années. Vous êtes la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, quand vous apprenez, donc concernant Samuel Paty, lié à Samuel Paty, un professeur est placé sous protection policière pour avoir défendu Samuel Paty. Eh bien, qu'est-ce que ça vous inspire? Je me dis qu'on fait bien, vous savez, de conjuguer les besoins de notre pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut continuer à lutter. Dès 2017, Jean-Michel Blanquer, ça a été ce ministre courageux, qui n'a rien mis sous le tapis, qui a au contraire rien caché. Il a fait sauter le verrou du pas de vague. Il a nommé des référents laïcité. Il a créé le Conseil des sages de la laïcité.
Pourquoi? Parce que, oui, dans nos écoles, aujourd'hui, il y avait des enseignants qui étaient moins à l'aise, qui avaient pour certains peur de parler de certains sujets, des sujets autour des religions, mais aussi la pression des fois de certains Et alors, parents. sur ce professeur de trappe? Et très concrètement, le professeur de Trappes, aujourd'hui, qui est menacé, eh ben on fait quoi? On lui doit la protection. Oui, mais Et c'est ce qu'il a. comment c'est possible, C'est ce qu'il a. qu'un professeur ne puisse pas défendre Samuel Paty et qu'il doive être placé sous protection policière parce qu'il l'a fait? Mais parce que dans notre pays, Monsieur Aziza, il y a des attaques contre notre unité, contre la laïcité, contre notre modèle de vivre ensemble. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'il y a des gens qui luttent contre nous, qui luttent contre la République. Alors, Des nous ennemis de luttons. la République. Bien sûr, il y a des ennemis de la République. Ils sont sur notre territoire et à l'extérieur. Et ils nous attaquent de manière Et ça, c'est le propre de synchronisée. l'islamisme radical? C'est- C'est lié à l'islamisme radical? Bien sûr, c'est l'expression d'un islamisme radical qui s'exprime dans notre pays. Et c'est pour ça qu'il faut protéger cet enseignant, et c'est pour ça qu'il a des policiers, mais aussi toute sa hiérarchie. Et ça, c'est vraiment la volonté du ministre de l'Éducation nationale qui est à ses côtés pour le Alors, protéger. il y a ce professeur attaqué et protégé à Trappes. Et puis, il y a aussi une autre question liée à Samuel Paty. Ça remonte à une semaine, 10 jours. Le maire d'Olioul, c'est une commune du Var, a dû renoncer à donner le nom de Samuel Paty au collège de sa commune. Pourquoi? Parce qu'une partie des enseignants, une partie d'abord des parents d'élèves, et puis aussi des enseignants dont la représentante du SNES ont considéré qu'il ne fallait pas donner le nom de Samuel Paty à ce collège. Pourquoi? Parce que cette responsable du SNES a dit ça ferait de nous une cible. Qu'est-ce que c'est? C'est de la lâcheté? C'est l'esprit de Munich? C'est quoi? Monsieur Et Aziza, est-ce que ça vous choque? Monsieur Aziza, il faut que la peur, elle change de camp. Et quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, que quand le maire propose que cet établissement porte le nom de Samuel Paty, c'est en son honneur, que c'est Mhm. une très belle idée, c'est une très belle chose. Parce que Samuel Paty, il a défendu quoi? La liberté d'expression. Il a enseigné quoi à nos enfants? La liberté, l'esprit critique. Il a défendu ce que nous sommes. La Il a République. défendu la République et la France. Mhm. Et quand il fait ça, alors c'est un héros. Moi, je me souviens de cet hommage à la Sorbonne, où finalement c'était ce hussard, et par lui et par son nom, Alors, c'était l'école qui était portée. justement, ça a été un héros. Emmanuel Macron lui a rendu un hommage national, salué par tout le monde. Mais aujourd'hui, il y a des peurs, c'est pour ça. Et alors ça, c'est quoi? C'est quand une professeure dit, ça va faire de nous une cible. C'est pas Ça veut choquant dire- quelque bien part? sûr, bien sûr que ça bouscule quand on lit ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Et c'est pour ça qu'on est à leur côté. Mais cette peur, elle doit plus exister. Il ne faut pas s'habituer à cette peur, bon sang. Samuel Paty est un héros. Et nous avons aujourd'hui besoin de modèles. Ces modèles, c'est ces noms, c'est ces femmes, c'est ces hommes qui, vous savez, où font exploser les plafonds de verre, où font la fierté de tout un pays. Il fait la fierté de tout un pays. Comme, je pense évidemment ces derniers temps à d'autres noms, mais je pense au colonel Beltrame, je pense à ces noms qui font honneur parce qu'ils défendent ce qu'on est, qu'ils soient à l'intérieur de notre pays ou à l'extérieur de notre pays. Et quand le maire propose que cet établissement porte ce nom-là, c'est évidemment mettre Samuel Paty comme un exemple, parce que c'est un de ces hussards qui, parce qu'il souhaite que nos enfants aient l'esprit critique, a montré ses caricatures et a partagé avec ses élèves la nécessité de se questionner, de débattre, de se respecter. Ça, c'est la France, monsieur Aziza. Et jamais nous n'aurons honte de ce que nous sommes. Au contraire. Et c'est pour ça que cette crainte qui a été exprimée, qui du coup est une compromission. Une crainte, voilà, compromission, C'est une lâcheté, compromission. esprit de Munich. Mais parce qu'il y a eu de la peur. Mais cette peur, on lutte contre elle. C'est pour ça que dans le projet de loi séparatisme, il y a de nouveaux délits. Le délit de séparatisme, ce qui nous permet de lutter contre la haine en ligne, entre autres, mais qui nous permet aussi, vous savez, parce que dans le débat, c'est de dire, oui, et si le collège se retrouvait sur les réseaux sociaux, il se passerait quoi? Aujourd'hui, on lutte contre ça. C'est les articles 4, 18, 19 du projet de loi, pour qu'on puisse fermer les sites quand ils font ça, puisse engager la responsabilité des gens quand ils mettent comme ça la vindicte populaire, le nom d'un enseignant, votre adresse, la mienne ou celle d'un établissement scolaire. Alors, autre question liée à cette actualité. Jean-Luc Mélenchon, quand vous l'entendez affirmer, je le cite, qu'il y a dans ce pays une haine des musulmans déguisée en laïcité. Vous l'approuvez ou pas? Monsieur Aziza, Jean-Luc Mélenchon, il a perdu la boussole. Pourquoi? Moi, je reconnais plus le Jean-Luc Mélenchon qui dans les congrès du Parti socialiste, était le grand défenseur de la République. Il est tombé dans les compromissions. C'est dû à quoi pour vous? Jean-Luc Mélenchon n'est pas à la hauteur du moment. Il est dans ce flou qui, malheureusement, le déshonore, alors que ça a été un grand républicain. Aujourd'hui, cette loi, elle protège les croyants.
Elle protège ceux qui pratiquent leur foi. Elle protège les élus. Elle protège notre vivre ensemble. Cette loi, c'est une loi de liberté. Et Jean-Luc Mélenchon, eh bien, aujourd'hui, malheureusement, se perd et déshonore des dizaines d'années de vie politique. Alors, il déshonore des dizaines d'années de vie politique. Il y a aussi un député, puisqu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, un député insoumis, de la France insoumise, Éric Coquerel. Qu'est-ce qu'il a dit, Éric Coquerel? C'était le 19 octobre sur Sud Radio. Il a comparé la situation des musulmans aujourd'hui en France à celle des juifs pendant la période hitlérienne. Est-ce que c'est admissible ou pas? C'est d'ailleurs une comparaison qu'a faite le président turc Erdogan. C'est une honte. C'est une honte. Une honte. Parce que, vous savez, monsieur Aziza, faire ça, c'est créer la division. C'est ne pas respecter l'histoire. Ne pas animer la haine dans notre pays. C'est une honte parce que, finalement, ce qu'ils souhaitent, c'est flatter des communautarismes. C'est être dans l'excès. Mais c'est une honte parce qu'il n'est pas là. Il n'est finalement pas à la hauteur du mandat qui est le sien. Il est représentant de la nation. Il est député. Ses paroles comptent. On ne peut pas dire n'importe quoi. Aujourd'hui, les musulmans de France, ou les Français musulmans, parce que c'est comme ça, moi, que je les appelle, cette loi, elle les protège. Elle les protège pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à voir avec l'islamisme radical de ces fanatiques qui nous terrorisent. Et ils sont les premières victimes de l'islamisme radical. Mais bien sûr, à l'étranger, évidemment, en dehors de nos frontières, ils sont victimes également. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pourquoi il faut défendre la République? Parce que, et c'est, monsieur Aziza, c'est même Raïm Korsia qui l'a dit au Sénat cette semaine. Quand il est auditionné par les sénateurs, il dit « Jamais la pratique du culte n'a été aussi protégée que quand la République est forte. » Et cette proposition de loi, elle renforce la République en se donnant de nouveaux outils. Parce qu'on a besoin, parce qu'aujourd'hui, il y a des associations qu'on utilise pour nous attaquer, pour utiliser les moyens de l'argent public, parce qu'il y a des gens qui essayent de pervertir l'esprit de nos enfants, parce qu'aujourd'hui, il y a Internet et que sur les réseaux sociaux, il y a le pire et qu'il n'y a pas de raison que l'état de droit ne s'applique pas de la même manière dans la vie physique et sur Internet. Et quand on essaye d'agiter un chiffon rouge en attendez, disant, je vais vous interrompre 20 secondes. Eh bien, c'est faux. Je vais vous interrompre 20 secondes parce que je voudrais citer précisément les propos d'Éric Coquerel pour nos auditeurs. L'islam d'aujourd'hui est une religion qui subit un véritable racisme. C'est vrai qu'il y a un racisme anti-musulman, on ne peut pas dire le contraire. Un véritable racisme en tant que religion. Et il ajoute, comme l'a été à un certain moment, avec une autre ampleur évidemment, la religion juive. Voilà ce que dit Éric Coquerel. Monsieur Aziza, l'état de droit, c'est celui qui protège tous les Français. Il les regarde comme ils sont. Il ne les regarde pas par rapport à leur foi. Il ne les regarde pas par rapport à leur absence de foi, par rapport à leur orientation sexuelle ou par rapport à leur couleur de peau. Ça, c'est pas la France. La France, elle regarde quoi? Elle regarde ce que tu es en tant que citoyen. Et elle te protège, quels que soient tes choix de vie, que tu pratiques ou que tu pratiques pas, quelle que soit ta religion. Ça, c'est l'état de droit. Et quand tu es victime d'une discrimination raciale ou religieuse, homophobe ou antisémite, c'est tout l'État qui est attaqué. C'est toute notre unité. Et pourquoi on arrive à lutter contre ces discriminations? Même si elles sont en train d'augmenter dans notre pays, puisque cette année, il y a la croissance de ces actes est importante. Parce que nous faisons nation. Parce qu'on accepte qu'aucun d'entre nous ne soit attaqué ou pris pour cible. Et parce qu'on ne s'habitue pas. Alors justement... Et donc, à jouer à la division, comme le fait Éric Coquerel, eh bien, c'est servir les communautarismes et c'est amalgamer les choses. Cette loi, elle protège les Français de culte musulman, comme elle protège les Français qui croient et qui ne croient pas. Une question personnelle, Salah Raïri, si je peux me permettre de vous poser cette question. Vos parents sont d'origine marocaine. Est-ce que vous-même, vous avez déjà subi une sorte du racisme tout simplement, de la discrimination? Oui. Vous savez, c'est arrivé. C'est arrivé et je ne me suis pas habituée. J'ai fait un dépôt de plainte. Qu'est-ce qui s'était passé précisément? C'était principalement sur Internet. Ouais. C'était un déchaînement assez fou. C'était pendant la période des élections législatives. Je crois que dès le moment qu'il y a une exposition, ça a agité. Ça continue à certains moments, il y a des pics, mais jamais je m'habituerai, monsieur Aziza. Jamais on peut s'habituer. Parce que le racisme, il faut lutter. Le racisme anti-musulman, contre cette jeunesse qui est issue d'immigration, ça existe, il faut le dire. Vous savez, les discriminations aujourd'hui dans notre pays, elles existent. Mais qu'est-ce qui nous permet de lutter contre ces discriminations? C'est notre unité, c'est la République. Celle qui ne te regarde pas comme en fonction de où tu es né, en fonction de qui sont tes parents. Elle te regarde juste comme citoyen. Et c'est pour ça que je me sens pleinement appartenir à cette unité, à ce collectif. C'est pour ça que pour lutter contre ceux qui mettent des coups de canif à notre pacte républicain,
il faut qu'on réponde avec toute cette force. C'est pour ça qu'il faut continuer à aller déposer plainte. C'est pour ça aussi que le président de la République a mandaté Elisabeth Moreno, ma collègue, pour une grande plateforme, pour continuer à libérer la parole, pour lutter, pour dire quand il y a des situations de discrimination. C'est pour ça aussi, il y a une liste assez dingue, mais que face aux discriminations, qu'elles soient homophobes, antisémites ou encore racistes, il y a aujourd'hui de plus en plus d'outils, que ce soit sur les réseaux sociaux, pour accroître la lutte, parce qu'on sait que ça mène jusqu'à la mort, parce que les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui sur le net arrivent dans la vraie vie, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, parce que les discriminations à l'embauche, il y a eu la mise en place, alors les CV anonymes, la condamnation des entreprises qui se comportent ou qui ont des actes discriminants. Mais il n'y a pas d'hierarchie entre les discriminations. Bien sûr. Et ça, il faut être assez clair et assez cash. Il n'y a aucune. Il n'y a qu'un seul racisme. Il n'y a un seul et unique racisme, quel qu'il soit. Il y a la lutte contre toutes les discriminations avec la même puissance et la même unité. Ça, c'est l'honneur de la France. C'est l'honneur de la France. Et puis, je voudrais qu'on parle de votre parcours personnel. Votre famille a été marquée par les attentats islamistes de Casablanca. C'était le 16 mai 2003. Effectivement. Il se trouve que j'ai vécu une partie de ma vie au Maroc, et à Rabat, puis à Casablanca. Et il se trouve que lors de ces attentats en 2003 à Casablanca, un des restaurants qui a été attaqué était celui de mes parents. Parce qu'il y a un jeune avec une ceinture explosive. Oui, c'était des attentats de kamikazes. C'était des attentats de kamikazes. Avait décidé de venir et d'emporter la vie de tous ceux qui étaient là, simplement parce que notre restaurant était un lieu de vie, un lieu où, oui, on boit, on mange, on chante. C'est un restaurant italien. Moi, j'ai grandi dans une culture plutôt séfarade, entourée de plein de copains, de plein d'amis. Et que, vous voulez dire de plein de copains, de plein d'amis juifs? Oui, bien sûr, au Maroc. Mais vous savez, quand je vivais encore au Maroc, la question des cultes ne se pose pas. Il y a une bonne entente. Ce sont d'abord des Marocains de confession juive. Et c'était notre quotidien, les copains principalement de mes parents. Et ce jour-là, il aurait pu emporter mes deux parents. Et ça quand vous a marqué? bien sûr, ça marque une famille, ça marque une vie. Quand par chance, d'une certaine manière, il n'y a que des blessés, mais que dans les autres lieux, il y a plusieurs dizaines de morts, eh bien, on se pose des questions. Je crois qu'il y a eu 34 morts ce jour-là. On se pose beaucoup de questions sur la sécurité. La sécurité est un droit, monsieur Aziza. De vivre en sécurité est un droit nécessaire. Et aujourd'hui, dans notre pays, c'est le cas. Malheureusement, après ces attentats, ma famille a été bousculée. Nous avons décidé de rentrer en France. Et du coup, on est rentré à Metz à ce moment-là. Et je crois que vous avez dit aussi... Mais jamais je baisserai les bras. Jamais vous baisserez les bras. Ce qui est rentré dans la tête de ce jeune, parce qu'il était jeune, jamais, monsieur Aziza, je n'abandonnerai le fait d'aller combattre ces idées les plus mortifères dans notre pays. Et parce que je crois que vous avez dit que s'il y a eu aussi cet attentat dans le restaurant de vos parents, c'est parce que l'un des associés de vos parents était juif. Effectivement, ça a été un des éléments qui était sorti à l'époque. C'est une particularité, je veux dire, c'était les associés de mes parents. Ils avaient ciblé pour des raisons qui étaient les leurs. Et face à ça, jamais il faut baisser les bras, jamais il faut s'habituer. C'est pour ça que quand ce texte, quand je vous dis Donc le projet renforce de loi, ce projet de loi qui renforce les principes de la République, je vous dis c'est un texte qui protège les croyants. Bien sûr qu'il protège les croyants. Il lutte contre ces idéologues, il lutte contre ces fanatiques, il lutte contre les terroristes, il lutte contre ceux qui veulent la mort de la République et de l'unité. Mais il protège tous ceux qui croient, tous ceux qui pratiquent dans la paix et ceux qui pratiquent leur foi dans le respect des lois de la République. Et comment vous expliquez, Sarah El Haïry, une résurgence de l'antisémitisme, notamment dans les quartiers populaires, provenant d'une jeunesse radicalisée, obnubilée par la haine d'Israël? Comment on en est arrivé là? Parce qu'ils ne regardent plus, monsieur Aziza, pour certains d'entre eux, notre dénominateur commun. C'est quoi notre dénominateur commun? C'est la République, c'est la France. On est d'abord citoyens français. Ce manque de repères, de piliers, qui fait que, mais jamais dans notre pays, on se bouscule, on vit les uns face aux autres parce qu'on a des fois différentes, ou parce qu'on n'en a pas d'ailleurs. Parce que la force de notre pays, c'est de se regarder en tant que Français, de construire en tant que Français.
et de finalement pratiquer sa foi si on la pratique, dans la simplicité de sa famille, dans la simplicité de son quotidien. Mais dans certains quartiers, il manque cette unité. C'est pour ça qu'avec le président de la République, nous mettons en œuvre pour les plus jeunes, les 15-17 ans, le service national universel. C'est quoi concrètement ? C'est un temps où on réunit des jeunes, quel que soit leur lieu de vie, et sa vocation a été généralisée, donc toute une classe d'âge, 800 000 jeunes, pour qu'ils puissent vivre ensemble. Un souvenir commun, un moment cassé. C'est-à-dire refaire aujourd'hui ce qui a été fait jusqu'en 96 avec le service national. Alors, c'est ni l'armée, ni la colo, ni l'école. C'est quelque chose d'un peu nouveau. Ça permettait un creuset. Mais ça permet un creuset républicain, tout à fait. Parce que c'est un souvenir commun. Alors, c'est encadré par des militaires, mais aussi par des enseignants et des responsables associatifs, principalement des éducateurs de l'éducation populaire. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de cette unité. On a besoin de rappeler à tous ces jeunes qu'ils sont dans le même bateau, que quand notre pays il est uni, il n'est jamais plus fort. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça, monsieur Aziza. Il n'y a plus ces moments où on se croise, où on discute de nos foi ou de l'absence de nos foi, où il n'y a plus ces temps où un jeune du 7e arrondissement croise un jeune d'Aurillac ou un jeune de Guéret ou un jeune de chez moi de Nantes. Ces moments-là, on doit les provoquer, on doit les permettre. Et c'est le service national universel. Une ou deux dernières questions à Sarah El Haïry, d'origine marocaine. Vos parents donc sont d'origine marocaine. Quel regard, Sarah El Haïry, vous portez sur cet accord de normalisation diplomatique qui est intervenu il y a un mois et demi, entre Israël et le Maroc ? Moi, j'en suis très heureuse. J'en suis très heureuse parce que c'est ce qui permet, c'est ce qui donne ces signes. Parce qu'on a beaucoup glosé sur cet accord. Oui, mais vous savez, monsieur Aziza, le plus important, c'est ces signes, c'est ces avancées, c'est la reprise des dialogues, c'est un apaisement dans la construction. Et ça va plutôt dans le bon sens. Dans le sens de la paix ? Bien, je le crois. En tout cas, j'en ai plutôt le sentiment. Tout ce qui permettra plus d'échanges, plus de construction. Évidemment, les échanges existaient, mais ils étaient plus informels. Quand vous voyez le nombre de Marocains aujourd'hui en Israël ou le nombre de Marocains de confession juive encore au Maroc, c'est extrêmement important. Et puis le Maroc, il a un rôle très particulier dans le monde des pays arabes. Il a un côté moteur, il a un côté où il est extrêmement respecté. Et le roi du Maroc est le gardien des lieux saints. Exactement, le gardien des croyants d'ailleurs. Et d'une certaine manière, c'est des signaux qui vont, je crois, permettre de reprendre des échanges, de la construction de la paix et surtout de l'apaisement. Et c'est plutôt la période qu'on vit, puisqu'on voit Israël signer d'autres accords avec d'autres pays voisins, d'autres pays arabes, qui vont plutôt dans le bon sens. Donc moi, j'y vois beaucoup d'espoir, monsieur Aziza. Alors, vous voyez beaucoup d'espoir par rapport à ce qui se passe au-delà de la Méditerranée. Dernière question sur politique, une question politique française. 2022, ça va jouer sur quoi, Sarah El Haïry ? Sur le séparatisme dont on a parlé, sur la crise sanitaire, le bilan de cette crise, sur le social, sur quoi ? Je crois que les Français, ils attendent la conjugaison des réalités. Très, très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, oui, répondre à la crise. Être à la hauteur du moment, continuer à s'adapter au fur et à mesure que cette crise bouscule notre pays et répondre à ses conséquences. Mais c'est aussi continuer à transformer notre pays pour qu'il soit prêt au moment de la sortie de crise. Donc c'est une sorte de conjugaison des réalités. C'est évidemment lutter contre les inégalités parce que les inégalités, elles se creusent dans une période de crise. Mais c'est aussi être à la hauteur de ce qui fait la grandeur de la France, de ce qui fait son honneur, l'école, l'instruction, l'émancipation par le travail. Je crois que c'est tout ça à la fois, monsieur Aziza, qui aujourd'hui sera dans le débat d'aujourd'hui, mais qui sera aussi le débat de 2022. Merci en tout cas, Sarah El Haïry, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci à vous.